Ok, c'est parti, Amine. Alors on est parti pour ce séminaire, cette journée doctorale que nous avons intitulée « Rester au contact du terrain en temps d'immobilité ». L'ambition étant d'offrir une occasion d'une réflexivité méthodologique. Alors, réflexivité méthodologique qui tournait, puisque c'est des journées doctorales. Alors, nous avons fini un atelier doctoral fermé entre nous, entre les doctorants de l'IRMC, et cette fois-ci, cette phase-là est beaucoup plus ouverte, puisque toutes les personnes qui sont connectées sur le Facebook Live peuvent, dans la mesure des possibilités techniques, contribuer à nos discussions. Donc, rester au contact du terrain en temps d'immobilité, l'idée, elle est évidente dans le titre, c'est de faire avec la contrainte de l'immobilité, qui donne qui sème des embûches pour tout type d'enquête en sciences humaines et sociales, quand pour des sociologues, des anthropologues, des terrains, des enquêtés sont inaccessibles, quand des archives sont fermées, comment fait-on? Comment suivre et adapter sa feuille de route pour sa recherche doctorale? C'est une grande question des sciences sociales qui, désormais, on reprend là. Donc, personne n'entend rien? Alors, on reprend. Je disais simplement que l'ambition de ce séminaire, rester au contact du terrain, ce titre réflexivité méthodologique, l'ambition était bien entendu de faire parler les doctorants sur leur recherche en cours à partir de ce point de départ qui est l'immobilité imposée, la contrainte de l'immobilité qui empêche les enquêtes, a priori, nous allons le voir un peu plus en détail, de se dérouler, qu'elles soient pour des sociologues, des anthropologues, des politistes liés à l'accès à des agents ou des acteurs sociaux, par interview, par observation, que ce soit la fermeture, l'inaccessibilité des archives, par exemple, ceux qui travaillent sur archives. Donc, comment suivre et adapter sa feuille de route pour sa recherche doctorale est la grande question de ce séminaire, de tout séminaire de recherche ou de recherche doctorale, mais cette fois-ci avec effectivement une contrainte forte, celle du confinement, qui pose toute une série de problèmes. Bien entendu, je tenais absolument à ajouter ce point préalable, c'est celui de la précaution que nous devons avoir. Vous savez, le confinement, la pandémie, enfin cette crise que nous traversons, on pourrait se situer ou se positionner par rapport à elle dans une sorte de normalisation optimiste, vous savez, du genre la nécessité de se réinventer au travail, une grande injonction que nous entendons dans tous les milieux professionnels. Là, l'idée, c'est pas de rajouter cette injonction à toutes les autres que subissent les doctorantes et les doctorants, mais néanmoins, de partir de cette occasion, de ce petit recul que nous avons de quelques semaines, pour produire ou pour essayer de saisir l'occasion d'une réflexivité, un retour réflexif sur ce moment-là. Donc cette situation exceptionnelle offre des opportunités, aussi, peut-être, certains nous l'ont déjà dit, comme rendre accessible des personnes qui ne pouvaient pas se rendre disponibles par d'autres biais, par d'autres moyens. Ça pose tout simplement la question de comment suivre ces enquêtés ou ces interlocuteurs à distance. Peut-être aussi d'autres types de questions que nous avons déjà rencontrées dans l'atelier doctoral que nous avons fait tout à l'heure, c'est-à-dire que faire des supports numériques, de cette continuation improvisée de l'enquête, comment penser ces nouvelles conditions d'accès aux données, comment prendre à la mesure des stratégies de visibilisation et de utilisation de soi dans les traces numériques laissées par les enquêtés. En somme, comment réfléchir à cette nouvelle accessibilité et ce que, quelque part, elle cache aussi. Donc l'idée de cette journée doctorale, c'est bien entendu de donner la parole aux doctorants et aux doctorants, qui sont, vous allez le voir, entrés dans des disciplines différentes, des sciences sociales et humaines, pour mener ou pour essayer de commencer une réflexion commune sur ces questions. Là, autour de nous, je vais donner d'abord la parole à mon collègue de l'IRMC, Jérémy Fournis, puis ensuite nous allons justement directement donner la parole aux doctorants et aux doctorants sur toute une série de discussions autour de ça. Jérémy?
Attends. Bon, merci beaucoup Amine, et merci à tout le monde qui est là avec nous en présence physique, mais aussi les auditeurs et auditrices sur notre Facebook Live. Comme disait Amine, l'objectif aujourd'hui est de discuter des difficultés, mais aussi des opportunités qui ont été créées par le Covid, et en particulier avec des doctorants et doctorantes qui sont associés à l'IRMC, pour qui enfin, la temporalité de la thèse peut accentuer la difficulté qui est créée par le Covid, parce que un retard de 6 mois ou bien perdre 6 mois de travail de terrain quand on a prévu d'en faire que 9 ou 12 peut vraiment dérailler ou en tout cas créer des grandes difficultés pour la thèse. Mais en même temps, le Covid, de différentes manières qu'on souhaite voir, ou en tout cas c'est une question, le Covid peut-il créer aussi des nouvelles opportunités, que ce soit à travers des questionnements ou bien des matériaux de recherche ou des contacts qui n'auraient pas existé autrement. Et donc pour ça et pour ce panel, on a voulu inviter plusieurs doctorants et doctorantes de l'IRMC qui sont à des stades différents de leur thèse et de leur terrain, et qui aussi proviennent de disciplines différentes, donc qui pratiquent des méthodologies différentes allant de l'observation participante aux entretiens, à la recherche documentaire, pour essayer aussi de voir comment le Covid vous a impacté de manière différente selon votre discipline et les méthodes que vous employez. Et dans l'espoir de partager entre nous, mais aussi avec celles et ceux qui nous écouteront sur Internet, comment vraiment vous avez fait face à cette crise, parce que où que ce soit dans le monde et quelle que soit notre discipline, toutes les personnes qui faisaient leur terrain de thèse en 2020 finalement ont été confrontées à ce problème, et tous les directrices et directeurs de thèse et universités également essaient de répondre à ça. Donc peut-être qu'on peut commencer par Suzanne pour nous parler un peu de ton sujet et juste te présenter dans un premier temps, et on fera ensuite un tour de table. Oui. Bonjour, je m'appelle Susanna, je suis inscrite à King's College à Londres. Je suis en troisième année de ma thèse, et je suis en musique, mais je vois mon projet plus en anthropologie de la musique. Et c'est sur l'organisation du centre musical au Nord de la ville de Tunis. Et je m'intéresse à la relation entre musique musicale et l'endroit. Donc c'est un peu l'organisation musicaux comme une façon d'organiser les gens dans l'espace urbain. Voilà, c'est ça le sujet. Je continue sur où je suis. Donc je suis venue à Tunis l'année dernière pour une année de travail de terrain. J'ai fait beaucoup d'observations participatives pour le premier mois. Je voulais pas limiter à voir un groupe social ou un genre scientifique. Je voulais voir la manière dont la musique circule d'une manière large pour après discuter mieux au sujet. Parce que je voulais voir justement comment les catégories musicales se fabriquent dans les vies quotidiennes des gens. Donc j'ai passé des mois à sortir, voir des endroits différents, assister au mariage, assister à beaucoup de types d'endroits, prendre des enregistrements sonores, prendre des films. Et puis j'ai commencé à faire des entretiens assez expérimentaux avec des amis pour notre début. Sur la manière dont la musique entre dans la vie quotidienne et la manière dont les groupes sont formés. Donc ça, c'était en septembre-octobre. Puis ça m'a emmené vers un groupe de personnes que je pense qu'ils sont
centrale de ma thèse, qui sont les personnes qui décident sur les playlists. Donc, c'est des personnes qui travaillent à la radio, qui font des playlists à la radio, dans des espaces live. Et même les musiciens eux-mêmes, dans leur set, comment ils forment les playlists. Et l'intérêt, c'est de voir l'évolution de ce processus aussi et son rapport avec les Alors, Slim et moi, on peut se mettre dans une pièce à côté, peut-être. Ouais. Si ton micro est écouté, ça sonnerait. Ouais, je ne sais pas pourquoi. Écoute, on se met dans une pièce à côté et on voit si ça change. Ouais. On peut aller en haut dans le bureau. Ouais. Ouais. Alors, on a un petit souci de son d'écho, des ménages. Ok. Je vais prendre une autre chaise là. Je te donne un des écouteurs. Je me suis dit que c'est l'occasion pour me concentrer sur ma recherche
Et puisque je n'avais pas encore de terrain, je me suis encore plus concentrée sur les lectures, encore pour vraiment être au fond de mon sujet. Et à un certain moment, il y a eu une effervescence, même sur la toile, c'est ce qui m'a inspiré, de la sexualité sous confinement. On en parle souvent, il y a eu même des blogs venant de Belgique et d'autres où les jeunes parlaient de sexualité sous confinement, comment ils le géraient, en couple ou pas en couple. Voilà, donc ça m'a donné l'idée de ce que je vais vous parler là, tout de suite. Il y a aussi le fait, j'ai suivi la toile, il y a une effervescence aussi sur la sexualité, mais de manière plus péjorative, négative. On a vu des témoignages sous confinement. On n'entend rien. Des violences sexuelles, des violences basées sur le genre, s'attaquant aux femmes, s'attaquant aux sexualités non normatives qu'on a en Tunisie, donc l'homosexualité par exemple. Donc là, il y a eu une grande effervescence sur les sujets relatifs à la sexualité en temps de confinement. Donc je continue avec ce que j'ai fait. Oui. Donc je me suis dit pourquoi pas, et puisque je n'ai pas de terrain, je me suis dit pourquoi pas me lancer aussi sur Internet pour voir la sexualité sous confinement. Okay. Donc quelle méthode? Je voulais faire un entretien, mais je ne voulais pas faire de Skype, et je voulais laisser plus l'opportunité aux jeunes d'écrire. Parce que je pense que je me suis vue, parce que j'aime écrire et j'aime lire, je me suis dit que peut-être les gens maintenant auront plus de temps pour témoigner de leur expérience, mais par écrit, avec une question ouverte, pour parler de leur sexualité sous confinement. Et donc j'ai lancé quelques ça a l'air de marcher maintenant. Chez des jeunes que je connais, que je ne connais pas, dans des groupes, chez des hommes et des femmes d'âges différents, en tout cas de jeunes personnes, non mariées encore. Et les résultats étaient que je n'étais pas très, je n'ai pas des retours satisfaisants comme je voulais. C'est-à-dire que les réponses n'étaient pas très approfondies. Finalement, on ne m'écrivait pas trop. J'ai connu il y a des personnes qui n'ont pas répondu, même après les avoir lancées plusieurs fois, ou des fois les réponses étaient très brèves. Et je n'étais pas là pour relancer la discussion. C'est vraiment l'handicap que j'ai eu à faire, à vouloir faire des entretiens ou des questionnaires, des entretiens plus en ligne, c'est qu'il n'y avait pas d'interaction. Je ne pouvais pas relancer les gens. Et même s'il y avait des efforts de certains de s'exprimer, c'était pas énorme. Donc voilà, j'ai juste tenté un peu de voir la sexualité sous confinement, qui pourrait peut-être m'orienter un petit peu par la suite dans ma recherche. Donc, voilà. Très bien, très bonne première introduction. Je donne la parole à Slim et Youssef qui est... Alors là, je ne sais pas si vous m'entendez. Alors bon, là, normalement, ça doit marcher. Alors, je suis Slim Ben Youssef, doctorant à l'IEP d'Aix-en-Provence en sciences politiques. Je suis en deuxième année et je suis également boursier à l'IRMC. Je travaille sur la question de la domination et de la protestation au travail en Tunisie après 2011. Et là, en fait, en début d'année, j'ai commencé mon deuxième terrain, puisque c'est une thèse comparatiste entre des sites industriels au sens classique, et un grand centre d'appel, ou plutôt la construction du syndicalisme dans les centres d'appel en Tunisie. Alors, en début d'année, j'ai commencé mon deuxième terrain qui est celui donc des centres d'appel. Et j'ai été coupé dans mon élan avec cette pandémie qui nous est tombée dessus. Et du coup, je pouvais pas faire du terrain, ou au moins je pouvais pas faire du terrain tel que je le faisais avant. Je devais me contenter de ce que disait Amine tout à l'heure dans l'introduction de cette séance sur les traces numériques. Je parle aussi sous le contrôle de Youssef Chazli qui nous regarde maintenant, puisqu'il a beaucoup parlé de cette question dans sa thèse. Alors du coup, euh, après une bonne série d'entretiens, une quinzaine d'entretiens avec des syndicalistes d'une grande entreprise, d'un grand centre d'appel syndiqué,
j'ai pu produire une compréhension provisoire de ce qu'est le syndicalisme dans ces milieux-là, des rapports sociaux au travail, des relations professionnelles, des négociations collectives, etc. Et les arrangements entre la direction dans ce centre d'appel-là et, euh, et le syndicat. Mais ce qu'on disait tout à l'heure dans l'atelier doctoral, c'est que pendant le confinement, tout cet arrangement-là, ou alors toute cette compréhension provisoire que j'ai pu avoir de ce milieu-là a été un peu contredite par l'observation à partir de chez moi, donc sur Internet, sur les réseaux sociaux, puisque à un moment donné, ça a craqué. L'arrangement stabilisé, routinisé entre le syndicat et la direction du coup a été rompu à un moment donné, vu qu'il y avait un grand désaccord sur la question des salaires. Donc combien on va verser, quelles sont les sommes plutôt qui vont être versées. C'était le principal désaccord. Et alors c'était pour moi et pour les enquêtés aussi une contrainte, pour moi une contrainte de terrain, enfin, comment suivre ces dynamiques-là tout en n'ayant pas accès finalement qu'au travers de Facebook et donc finalement aux stratégies de publicisation de soi, de valorisation de soi qui vont avec. Pour les enquêtés, c'était la contrainte de l'action collective. On n'est pas ensemble, on ne va pas au travail ensemble, donc il n'y a pas les interactions routinières entre délégués syndicaux détachés ou pas et les salariés de base, enfin les téléconseillers, entre guillemets. Et du coup, ça pose un problème pour l'action collective qui s'en trouve profondément réaménagée, ou en tout cas, les conditions de la revendication s'en trouvent extrêmement modifiées pendant cette période. Alors, du coup, pour moi, ces 3 mois-là, c'était une période d'observation de ces traces numériques-là et de ces stratégies-là de publicisation de soi et de ces stratégies discursives, mais aussi autres, euh, de ces acteurs contestataires, de ces syndicalistes face à cette décision unilatérale qui rompt avec l'arrangement routinier, qui rompt avec la pratique de la négociation telle qu'elle était dans cette entreprise-là. Euh, ben voilà, je ne sais pas trop si c'était ça en fait la question. Peut-être que je peux enchaîner. Alors, il faut que par contre. Peut-être pour commencer la suite de la discussion, j'aimerais enchaîner avec une question toute simple qui est essentiellement institutionnelle. C'est de savoir comment chacune de vos universités a-t-elle réagi au Covid. Est-ce que vous avez eu un prolongement, une interruption des études, d'une part, donc sur le plan totalement administratif, et aussi comment est-ce qu'ils vous ont soutenu? Est-ce qu'ils ont à un moment donné essayé d'exiger que vous reveniez du terrain et que vous arrêtiez vos enquêtes? Est-ce qu'au contraire, ils ont essayé de vous dire de ne pas bouger? Est-ce qu'ils ont mis en place des structures comme des ateliers ou des séminaires pour essayer de vous soutenir, des astuces méthodologiques? Est-ce que, voilà, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de votre relation avec votre université et de votre parcours de thèse? Peut-être qu'on continue avec
avec le même ordre ou bien on continue? Oui. Il faut fermer donc, d'abord, j'ai la chance d'avoir ma bourse prolongée. Donc, j'ai 6 mois de plus, ce qui est très, très, très bien. La date limite aussi de la thèse. Donc ça, tout ça, c'est très bien. Je suis très contente. Le département de musique où je suis, ils ont organisé des Zooms parfois avec nous tous parce que c'est un département il y a beaucoup d'ethnomusicologues qui sont un peu partout dans le monde en ce moment. Donc, ils nous ont suivis un peu avec ça. Le point d'interrogation pour moi en ce moment, c'est que normalement, je dois enseigner à l'université l'année prochaine, à partir de septembre, mais ils ne savent pas encore s'ils vont faire des cours en ligne ou s'ils vont avoir des assistants ou qu'est-ce qu'ils vont faire. Donc, je ne sais pas encore quand je vais revenir en Angleterre. Oui, je pense que c'est un peu ça. Alors, ma réponse sera très courte. Je n'ai pas de grand contact. En fait, le seul contact que j'ai avec l'université, c'est ma directrice de thèse. Donc, c'est l'interaction que j'ai eue, c'était avec elle. Donc, pendant le confinement aussi, il y a eu beaucoup d'interactions, de comment on va faire, l'évolution vu le confinement ou pas. C'est-à-dire que le premier contact, c'était avec ma directrice de thèse. Le contact y est resté, il y avait des échanges. J'ai suivi quelques conférences web comme ça qui pas en provenance de la Tunisie sur les méthodologies, par exemple d'enquête de terrain, toujours les méthodes qualitatives. Mais c'est tout. Par rapport à l'université, je n'ai pas eu. Je ne suis même pas encore revenue dans l'université pour le moment. Je travaille. On attend aussi même. On a un autre problème qui m'a été que j'ai vécu, c'est les bibliothèques. C'est les bibliothèques qui étaient même l'IRMC, on n'a pas accès aux bibliothèques. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on prend l'habitude de travailler, maintenant les articles, presque tous les articles sont en ligne, mais quand même on a beaucoup d'ouvrages qui ne sont pas en accès libre, et en tout cas pas tous les bouquins. Et c'est ce qui m'a un peu, qui m'a posé problème, c'est les bibliothèques. Je voulais vraiment revenir à l'IRMC, à la Bibliothèque nationale, à d'autres, et ça n'a pas été le cas. Voilà. Merci. Slim? Alors, pour ma part, personnellement, j'ai une double affiliation. Je suis affilié à l'IEP d'Aix-en-Provence. Là, ça va? Là, ça va? Attends. Et là, ça marche? Ok. Alors, moi, j'ai une double affiliation. Je suis doctorant à l'IEP d'Aix-en-Provence au Sherpa. Et je suis doctorant à l'IRMC, doctorant associé boursier à l'IRMC. Mais du coup, en pratique, c'est mon affiliation à l'IRMC qui est plus déterminante pour moi, puisque l'IRMC, c'est à Tunis. Donc, j'ai la chance d'être affilié à une institution qui est dans la ville où je fais mon terrain. Et donc, de ce point de vue-là, du coup, il n'y a pas eu de problème. Bon, on a eu les consignes très normales et très légitimes voilà, de ne plus faire de terrain, vu le contexte, de rester prudent, etc. Bon, on nous téléphonait aussi pour voir si tout se passe bien, si on manque de quelque chose, etc. Alors pour l'université, on a reçu des mails aussi pour voir voilà, si tout se passe bien, etc. Mais alors comme je disais, comme j'ai la chance de résider dans le pays
déjà mon pays, et en plus c'est le pays où je fais mon terrain et où il y a mon affiliation, enfin l'institution à laquelle je suis affilié. Et donc tout s'est bien passé de ce point de vue administratif. Alors financièrement, j'ai aussi une bourse, donc ça va. Enfin, et franchement, euh, je n'ai pas. Alors l'avancement de mon travail n'a pas été retardé de telle manière que ça motive ou justifie une demande de prolongement de bourse ou autre, parce que et là, je ne sais pas si on va en parler, mais euh, pour moi, et je pense pour mes collègues aussi, c'était une occasion, l'occasion de se réinventer et de faire une réallocation du temps de la recherche en faisant d'autres activités telles que la lecture, l'écriture aussi pour certains. Alors pour moi, c'était surtout la retranscription parce que j'ai fait j'avais fait plein d'entretiens avant la période de confinement et j'avais aussi quelques entretiens non retranscrits de l'année dernière. Donc j'ai profité de ces 3 mois pour retranscrire l'intégralité des entretiens que j'avais sous la main. Mais après, ça c'est une autre question, la réallocation du temps de la recherche. Peut-être qu'on pourra l'aborder. Bon, je ne sais pas si Amine, tu veux prendre la relève. Oui, volontiers. Alors, c'est assez. On ne s'est pas concerté plus que ça en amont. On voulait qu'il y ait une certaine spontanéité dans vos réactions et dans vos manières de réagir alors, à la question que vous a posée, aux questions qu'on a envoyées par écrit. Finalement, je dirais il y a un schéma qui revient, c'est on a été interrompu, on a lu et on a tenté d'inventer. Maintenant, ce schéma, dire, oui, c'est un bon storytelling de la manière dont on a été confrontés tous en fait à ce Covid. Mais je voudrais que vous, au-delà des questions institutionnelles sur lesquelles vous venez de répondre, je voudrais que vous rentriez plus en détail sur la spécificité des terrains et en même temps l'inventivité, on la voit, vous passez de fait par des traces numériques, mais qu'est-ce que ça fait à l'édifice en fait que vous avez constitué avant ça? Susanna, par exemple, est-ce que passer par les réseaux sociaux numériques, par l'entretien par téléphone, tout bêtement, etc., était quelque chose que tu avais prévu de faire? Je suis pas sûr. Mais du coup, en quoi et comment ça affecte, euh, comment tu conçois à l'avenir ou déjà euh, le terrain que tu effectues et puis les questions de recherche que tu te poses au-delà du terrain. En fait, les questions de recherche, est-ce que c'est quelque chose qui te fait réagir? Euh, oui, je pense qu'il y avait l'expérience du confinement et le fait de devoir changer la manière dont j'ai fait de l'ethnographie pendant. Il y avait plusieurs questions qui étaient soulevées par cette expérience et qui maintenant je continue à y réfléchir sur mon terrain généralement. La première chose, c'est l'économie de la musique, c'est les musiciens, c'est qu'est-ce qui se passe quand ils n'ont plus de travail, c'est quoi l'effet de tout ça. C'est un peu la fragilité de la domaine et de la domaine du loisir, je pense en général, du spectacle. Euh, et c'était intéressant de voir la manière dont les musiciens ont dû continuer à faire leur carrière pendant le confinement. Euh, Ils ont dû continuer à produire des vidéos, de les mettre sur les réseaux sociaux et tout ça. Mais le rapport économique a changé parce qu'ils n'étaient pas payés pour tout ça. Donc tout ça, c'est quelque chose sur laquelle je continue à réfléchir. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est cette idée de quelque chose live, en live. C'est quoi, en fait, le fait d'avoir une expérience de la musique live. Parce que je pense que traditionnellement, on pense que c'est quelque chose où il faut être dans un endroit physiquement, il faut être entouré par des corps, par
une foule de personnes, je sais pas. Mais là, la foule de personnes est devenue des noms sur Facebook, des petits cœurs, des petits smileys et des choses comme ça. Donc, et souvent, on était en train de regarder des choses live, mais qui étaient eux-mêmes des enregistrements et parfois des enregistrements de la musique enregistrée déjà. Donc tout ça, c'est une expérience, c'était quelque chose qui était vraiment... J'ai réfléchi sur ça et je continue à réfléchir sur ça pendant cette période de transition, de retour de la vie normale. Et la troisième chose, c'est un peu lié à tout ça, mais c'est l'idée d'un espace public. Et c'est le rôle joué par le répertoire musical ou le choix de la musique dans la fabrication d'un sens de publicness d'un espace. Et là aussi, c'était la transition, c'était le retour qui m'a fait penser à ça surtout. Je me rappelle la première fois que je suis allée dans un centre commercial après le confinement, j'étais étonnée par la diversité de la musique que j'ai entendue, parce que c'était complètement enlevé de ma vie quotidienne quand j'étais chez moi pendant les 3 mois. Donc, c'est les choses comme ça qui, je pense que l'expérience assez extrême du confinement m'a forcé de poser ces questions sur la musique, sur la temporalité, sur la publicness et le liveness d'un espace. Voilà. Alors, moi, contrairement à Suzanne, mon terrain n'est pas observable, c'est-à-dire que la sexualité, on ne peut pas, par exemple, en live. Donc, c'est vraiment... mais ce que j'ai remarqué, par exemple, et ce que je pense plutôt, peut-être aussi inclure après dans ma recherche, c'est vu... c'est peut-être une lecture sociologique des supports numériques qu'on a eu. C'est-à-dire que vraiment, c'est un constat que j'ai remarqué tout au long du confinement, c'est les problèmes liés à la sexualité qui se sont déclarés, qui sont vus sur Facebook, sur toutes les toiles, sur la sphère en tout cas web. Il y a eu, j'ai pu constater une certaine, je dirais, une détresse sexuelle, c'est-à-dire qu'il y a eu des problèmes liés à la sexualité. On a vu des groupes inventés par les hommes qui discréditaient et dévoilaient la sexualité de jeunes femmes, alors insu bien sûr, en partageant des photos, des histoires de la sexualité. Je parle toujours de sexualité préconjugale, condamnée toujours même socialement en Tunisie. Donc il y a eu ça qui a suscité une énorme discussion en ligne. C'est-à-dire que c'est des violences faites aux femmes. Et suite à cela, il y a eu même des groupes de filles qui ont fait la même chose sous le nom de Par Hebe, Par Mili. Et on parlait que de la sexualité, on ne parlait pas d'autre chose. C'est vraiment discréditer les hommes et les femmes les uns les autres. Et les violences sont plus vécues difficilement plus pour les femmes que les hommes, certainement. Il y a eu donc ce volet de la sphère web, si je peux dire, c'est ce côté, ces histoires et ces constats que j'ai remarqués sur Internet m'ont beaucoup interpellée, et je me suis dit que ça doit s'inclure d'une manière ou d'une autre dans l'enquête, comment les jeunes aussi parlent et discutent et vivent la sexualité via les réseaux. Et voilà, c'est un truc qui m'a interpellée en tout cas. C'est là où j'ai vu vraiment, et je ne sais pas si c'est seulement mon constat, mais durant le confinement, on en a vraiment vu de toutes les couleurs par rapport à la sexualité, que ce soit péjorativement ou positivement ou négativement en tout cas. Donc ça, c'est un volet important. Alors je rajoute juste, est-ce que vous avez les moyens, c'est très difficile comme question, hein, c'est une question à laquelle on se pose tous, hein, finalement, au-delà de l'aspect un peu phénomène en fait, qui émerge, et donc on ne sait pas en fait s'il est nouveau vraiment, ou si son acuité est augmentée, si c'est la réalité sociale ou nous, en fait. Mais du coup, comment contrôler? C'était ça aussi un peu ma question que j'ai pas très bien formulée à Suzanne tout à l'heure, c'était comment contrôler des nouvelles techniques, en fait, pour parler de manière très technique et méthode de sciences sociales, qu'on n'avait pas nécessairement prévu d'utiliser. Comment contrôler ça et comment l'intégrer finalement à la question de recherche plus fondamentale de travail de doctorat. Que ce ne soit pas en fait un épisode, simplement, c'est une contrainte, elle est arrivée, on a dû faire avec, on est passé, ah bah c'est fini, maintenant on passe à autre chose. C'est un peu ça la question. Je ne sais pas si Slim, tu as des choses là-dessus à...
Alors en effet, c'est une question très très difficile. Bon, en tout cas, je vais essayer de commencer par répondre à la première question en espérant trouver la réponse à la deuxième. Alors pour ma part, c'était ce que je disais un peu tout à l'heure. J'ai un peu empiété sur la question qui va suivre. En fait, pour moi, la question qui s'est posée, c'est la contrainte de l'action collective pendant le confinement. C'est-à-dire que l'action collective, c'est quelque chose sur lequel on travaille nécessairement quand on travaille sur le travail, quand on travaille sur les mobilisations au travail, sur comment revendiquer les mobilisations syndicales, etc. Et du coup, nécessairement, j'ai été confronté à cette question de la modification ou de la refonte des conditions de l'action collective durant le confinement, qui était concomitante de mes propres contraintes à moi en tant que doctorant, c'est-à-dire de comment enquêter alors qu'on ne peut pas bouger, qu'on ne peut pas rencontrer les gens, etc. Et du coup, alors pour moi, la question de la contrainte à l'action collective s'est posée en termes de perception située des acteurs que j'étudie, c'est-à-dire le syndicat, la direction, etc., et des anticipations qui en découlent. Donc, mais ça, ce n'est qu'une intuition pour le moment, peut-être une hypothèse un peu balbutiante. C'est que la direction, à partir du moment où elle a produit sa propre lecture et elle a produit sa propre anticipation de ce que pourraient faire ou ne pas faire les syndicalistes si jamais elle prend une décision de manière unilatérale, contrairement à euh, ce qui était fait auparavant. Alors, du coup, c'est cette anticipation-là qui a joué sur la décision. Donc, on sait que, enfin, on met un dispositif de télé. Je vois Amine qui tique, du coup, c'est pas trop clair apparemment. En tout cas, c'est la direction qui a perçu le fait que les travailleurs n'aillent pas travailler en présentiel comme une opportunité pour faire passer quelque chose qu'elle n'aurait pas fait passer avant. Euh, et euh, et qui se pose différemment, bien sûr, pour les salariés, puisque, a priori, c'est une contrainte. On ne peut pas, voilà, on ne peut pas revendiquer comme avant, on n'est pas ensemble, on est divisé. Même les rapports de subordination, les rapports hiérarchiques c'est devenu en fait individualisé, vu que même les gens qui sont en télétravail, ils ont accès à des logiciels où, enfin, voilà, on est chez soi, on est dans sa chambre à coucher, on travaille, on n'est pas avec le collègue à côté, ensemble, face au supérieur hiérarchique, par exemple. Donc ça modifie même les conditions de l'activité et ça modifie aussi les conditions de l'action collective. Alors, mon approche à moi était de considérer que cette contrainte à l'action collective qui est inédite puisque là, je crois que c'est la première fois qu'on ne peut pas se déplacer, ou en tout cas qu'on ne peut pas travailler ensemble parce qu'il y a une pandémie et qu'on ne peut pas sortir de chez soi. Pour moi, cette contrainte-là, ça m'a permis de voir sous un autre jour, en fait, la question de l'action collective, je ne la voyais pas comme ça avant, et de voir quelque chose que je ne voyais pas avant, c'était les anticipations que font les acteurs sur, en fait, sur les actions et les potentialités d'action des autres, des adversaires, de ceux qui sont en face. C'est un peu ça, en fait, ce qui m'a permis de voir le confinement. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à la deuxième question déjà, mais enfin, j'ai essayé, quoi. Euh, Peut-être que je peux en profiter pour poser une question un peu
dans la continuité de ce que tu viens de dire, Slim, et qui sera, j'espère, aussi pertinente pour Suzanne et Ahed. C'est de savoir, du coup, tu décris la manière dont la direction, les cadres de l'entreprise dans laquelle tu fais ton terrain se sont emparés du Covid pour faire passer des mesures qu'ils n'auraient pas fait passer autrement, et que c'est donc devenu quelque chose de positif dans la mesure où, enfin pas pour les travailleurs, peut-être que mon mot est mal choisi, mais en tout cas c'est devenu une opportunité pour toi en tant que chercheur de voir des dynamiques qui n'auraient pas été visibles n'eût été du Covid. Est-ce que du coup le Covid devient par exemple un chapitre dans une thèse qui sera à peu près la même que s'il n'y avait pas eu le Covid? Ou est-ce que le Covid deviendra un fil qui traversera tous les chapitres? Ou est-ce que carrément le Covid aura réussi à détourner ta thèse pour que ta thèse devienne une thèse sur le Covid? C'est une question sur... bon, je sais que vous êtes à différents stades et que c'est peut-être difficile de pouvoir répondre à la question, mais là où vous en êtes aujourd'hui, quelle place pensez-vous accorder explicitement dans la thèse une fois qu'elle sera rédigée à ce moment et à ce virus? Je ne sais pas si du coup on enchaîne avec Slim ou peut-être qu'on continue ce qu'on faisait avec Suzanne. Ce sera peut-être plus équitable de partager la parole de cette manière-là. Ouais, ouais. C'est difficile la question. Je ne suis pas encore sûre, en fait, sur la place de ce phénomène du Covid dans ma thèse. Je pense que si j'avais fait mon année principale de travail de terrain cette année, ça aurait été peut-être différent. Mais la plupart des expériences sur lesquelles je vais peut-être parler se sont passées, enfin, ce sont des expériences qui se sont passées l'année dernière, la plupart. Mais je pense que je ne suis pas encore sûre parce que je n'ai pas encore demandé aux gens, mes interlocuteurs de mon terrain, sur les effets du Covid sur... je pense, quand je reprends les entretiens, je vais poser des questions sur aux créateurs ou aux écouteurs ou aux consommateurs, et qu'est-ce que vous avez fait pendant cette période, et est-ce que c'était où était la place de la musique dans vos vies quotidiennes. Et je pense, à partir de leurs réponses, je vais décider si je vais donner une grande place au Covid dans ma thèse. Donc, pareil, au stade où j'en suis, je ne sais pas si je vais inclure vraiment cette partie de recherche Covid dans ma thèse, parce que je suis encore un peu au début. Mais sinon, ça m'aide fortement à me poser des questions auxquelles je n'avais pas pensé avant, ou je ne comptais pas peut-être inclure dans mon enquête qui allait se faire, qui va se faire bientôt. Peut-être aussi les questions liées aux violences sexuelles. C'est-à-dire que pas voir seulement la sexualité, c'est-à-dire que peut-être approfondir plus mon entretien. Ça m'aide aussi, parce qu'on a vu aussi pendant ce confinement, ce que j'ai remarqué, c'est c'est-à-dire la fragilité des systèmes de santé sexuelle et reproductive en Tunisie qui se sont vus, qui étaient suspendus presque, l'activité quasi inexistante en temps de confinement. Donc il y a eu des femmes qui se sont vues refuser des avortements par des femmes célibataires ou mariées. Il y a eu un manque des soins, un manque de matériel. Et ça affecte de près ou de loin donc, la sexualité des jeunes hommes et femmes. Donc peut-être aussi m'intéresser plus à ce sujet que comme je l'ai dit, je les ai vus
voir émerger ces sujets maintenant. C'est-à-dire les problèmes, vraiment, c'est problématique, mais c'est des sujets auxquels peut-être je m'intéresserai plus à l'avenir, sans pour autant savoir si je vais vraiment inclure une partie Covid dans ma thèse. Peut-être poser des questions a posteriori, c'est-à-dire demander aux enquêtés comment ils ont vécu leur sexualité pendant le confinement, puis enchaîner sur ça. Peut-être que ce serait une partie, mais on verra avec l'étude de terrain que je vais faire. Ok. Pour ma part, je suis encore très loin d'avoir commencé à rédiger ma thèse. J'espère pouvoir commencer à rédiger d'ici 1 an et quelques mois. Ce serait déjà très, très bien si je suis suffisamment avancé. Mais là, posé comme ça, je pense pas que le Covid-19, en tout cas, ce qui est sûr, je pense qu'il faut enfin, qu'il y aura sa place dans la thèse, mais à condition que ça soit bien thématisé. C'est-à-dire, pour ma part, en tout cas, tel que je conçois mon sujet, tel que j'ai construit ma problématique, je ne me vois pas fétichiser le Covid-19 comme objet inédit en soi, ou comme, mais plutôt, je pense que malgré tout, c'est quand même quelque chose d'inédit et qui, comme je le disais tout à l'heure, s'inscrit dans des thématiques ou des problématiques, des questionnements de sciences sociales qui se trouvent renouvelés grâce au Covid-19, aux contraintes qu'il pose, comme je disais tout à l'heure, par exemple dans la sociologie des mobilisations et la sociologie de l'action collective, ça se pose en fait en termes de contraintes de l'action collective, comment elles s'en trouvent renouvelées, contraintes, etc. Et surtout comment elle en vient à modifier la manière dont on perçoit les autres, dont on perçoit les coûts des autres. Enfin, ce que je disais tout à l'heure sur la direction et le syndicat, comment en fait on construit la contrainte. Voilà. C'est c'est une contrainte qui est là, c'est une contrainte objective, mais comment on la construit dans le champ de lutte, dans les rapports, dans les arrangements, etc., au travail, bien sûr, puisque c'est de ça qu'il s'agit dans mon cas. Voilà. Alors si vous permettez que j'ouvre un tout petit peu la discussion à une jeune doctorante qui est juste à côté de moi, je vous passe Kmar. Merci. Moi, je voulais. La question de Jamy m'inspire une autre question. Je ne veux pas que vous la preniez comme une question cynique, mais et si le Covid revenait? C'est-à-dire, si on revient dans les mêmes conditions de travail, est-ce que vous avez envisagé? C'est pas du tout. Je ne joue pas l'oiseau de mauvais augure, mais je dis ça vraiment parce que je le pense moi-même en tant que personne, en tant qu'humain. Et je me dis que nous avons surtout la chose peut-être la plus inédite que nous ayons, et je pense que c'est ce genre de questions, nous devons nous le poser, qui qu'on soit, c'est que justement, on est tous logés à la même enseigne. Voilà, cette condition du chercheur qui est exactement comme tout le monde, enfin, qui est soumis, bien sûr, après, chacun se débrouille avec la Covid, mais moi, j'ai été fascinée et je suis encore sous ce coup-là, encore, nous étions tous dans la même situation. Et qu'est-ce que ça fait à un chercheur? Moi, d'une certaine manière, ça m'a un peu libérée parce que je pense à la Tunisie et que enfin, ce n'est plus une exception dans le langage des sciences sociales. Ça m'a donné beaucoup de légèreté par rapport à ce genre de questions. Mais et donc, si le Covid revient, je me dis, ça sera encore plus long comme sentiment et on va être débarrassé de cette histoire d'exception, par exemple. Ça me plaît beaucoup, mais moi, je n'ai pas une thèse comme vous en cours. Vous avez l'angoisse de la thèse, c'est pour ça que je ne veux pas avoir l'air cynique. Mais vous, qu'est-ce que ça vous fait, ce sentiment que la Covid peut revenir sur nous? Parce que c'est possible.
Alors, qui veut répondre? Tu veux répondre? Non, pas moi, non, non, pas moi. Alors, l'idée que le Covid peut revenir. Franchement, j'ai pas voulu penser à ça. Je pense que je préfère. Non, mais j'ai peut-être fait le choix, même pas consciemment, parce qu'ici, ça fait un moment maintenant qu'on peut bouger, on peut sortir, et je me rappelle le moment où c'était je pense que c'est la fin du Ramadan, où soudainement, la peur n'était plus là. Et là, maintenant, quand je parle avec ma famille, ils sont en Angleterre, c'est maintenant qu'ils sont en train de sortir de ce Covid. Donc, je pense que pour moi, j'ai profité un peu du fait d'être ici. Mais vraiment, j'ai pas encore réfléchi à ce que je vais faire ouais, s'il revient. Ouais. J'espère qu'il ne revient pas parce que j'ai pas encore fait des entretiens. Ouais. Tu veux réagir à cette... J'avais pensé, c'est toujours un peu dans ma tête dans cette angoisse, parce qu'on ne sait pas, ça, vu ce qui se passe dans le monde, on s'attend à ce que ça revienne, ou on ne sait pas. Donc oui, c'est un peu... Voilà, donc je dirais personnellement que c'est sûr que ça nous affecte tous de près et de loin. Étant même, sans être chercheur, ça nous affecte énormément, mais en tant que chercheur, je me dis qu'on fera avec, c'est-à-dire qu'on s'adaptera, on se réinventera encore une fois. Moi, comme elle a dit Suzanne, donc tant que le terrain, peut-être c'est le terrain qui m'angoisse, c'est de partir à la rencontre des gens et faire mes enquêtes. Mais sinon, travailler, parce qu'on travaille vraiment chez soi, on est un peu toujours, je sais pas, voilà, c'est le côté terrain qui m'angoisse le plus par rapport au Covid. Donc, je pense que je vais accélérer le processus et on verra. Mais sinon, j'espère que ça ne reviendra pas. Moi non plus. Ah là là, bon. C'est grosse question. En tout cas, merci Kmar. Alors cette angoisse-là, je l'ai, et je l'ai en fait depuis qu'on a commencé à parler de deuxième vague. Mais alors un peu comme Ahd et Susanna, en fait, l'angoisse, pour le moment, je ne la conçois que pour le terrain, c'est-à-dire sous l'angle du rapport au terrain et le sentiment de l'urgence, en fait, la nécessité de faire le maximum d'entretien, de faire le maximum de terrain avant que ça se referme, et rien que pour pouvoir faire quelque chose, de pouvoir méditer sur ces entretiens-là pendant le prochain confinement où on n'aura pas de terrain à faire. Donc, je disais tout à l'heure, j'ai fait beaucoup de retranscriptions pendant le confinement, et donc ça m'a permis de réécouter des entretiens, de les travailler, de les traiter. Et pour le moment, c'est comme ça que je l'envisage. Je veux, enfin, j'espère faire J'ai repris quelques entretiens, mais pour le moment, j'en suis pas encore satisfait quantitativement, justement parce qu'il y a l'angoisse de l'énorme méchant Covid qui revient, quoi. Mais après, je ne sais pas. Voilà, quoi. C'est surtout la question du terrain qui prime dans cette angoisse. Si je peux poser une autre question, c'est une question, disons, qui sera différenciée pour chacune ou chacun d'entre vous. En fait, c'est de savoir, quand vous pensez à votre terrain, c'est-à-dire dans le cas de Suzanne, la musique, à Tunis, dans le cas d'Ahed, la sexualité, et dans le cas de Slim, les mobilisations
et contestation dans le milieu du travail. C'est à la fois deux questions, vous pourrez choisir parmi les deux ou essayer de répondre aux deux, et on les a déjà un peu abordées. C'est de savoir quel est le plus grand changement pour vos interlocuteurs, les personnes que vous étudiez. Quel est le plus grand changement que le Covid a provoqué pour eux, et est-ce que ce changement est durable? Donc, par exemple, quand on pense à la musique, est-ce que les cinémas, les théâtres et les concerts live vont revenir, ou est-ce que nous sommes à un tournant où la manière de concevoir, par exemple, le entertainment ou les sorties va changer de manière durable? Bon, c'est hypothétique, enfin, on ne sait pas, mais je suis curieux de savoir ce que vous pouvez en penser. Par exemple, pour Ahed, je ne sais pas, peut-être la manière de, justement, pour faire le lien avec les concerts, les cinémas, les théâtres, les restaurants, etc. Est-ce que la manière de rencontrer, de faire des rencontres a changé de manière temporaire, durable? Est-ce que Tinder, par exemple, sera plus utilisé ou moins utilisé qu'avant? Et bon, pour Slim, j'ai pas d'hypothèse pour t'aider, mais ça m'intéressera quand même de savoir un peu ce que tu en penses. Je pense on va commencer avec Susan maintenant. Ouais. Je me suis posé la même question pendant le confinement. Je pense que c'était un moment où on était tous en train de réfléchir de qu'est-ce que ça va changer, comment est-ce qu'on va sortir de tout ça, est-ce que ça va changer, est-ce qu'on va trouver une nouvelle façon de faire le monde, ou qu'est-ce qui va se passer. Je pense que avec la musique, de ce que j'ai vu euh, depuis qu'on peut sortir, c'est que je suis étonnée par le manque de changement, en fait, dans le domaine. Il me semble que la plupart de choses, surtout live, qui existaient avant le confinement, sont toujours là après le confinement. Et c'est bizarre parce que ça donne une sensation de... C'est comme si c'était une période de temps, c'était un fenêtre de temps qui n'était pas dans le temps. C'était bizarre, ce qui a fait à la temporalité. Mais je ne sais pas, je n'ai pas encore fait du travail là-dessus, mais il y avait des discussions sur la fragilité de la scène musicale, de la fragilité du statut de l'artiste n'a pas, euh, qui n'a pas de statut réel. Donc, pendant une période comme ça, il n'y a pas de stabilité économique. Je ne sais pas si, parce que ce sont des discussions que c'est pas la première fois qu'on a des discussions là. C'est à voir si les discussions là vont cette fois devenir quelque chose de structurel. Mais oui, c'est ça ma réponse. Merci, Arad. Alors, je ne sais pas si ce changement il sera durable ou pas. C'est ça la question un peu génie. Donc, je sais que l'être humain est capable, il a une capacité d'adaptation énorme. Donc, on s'est adapté avant, on va s'adapter pendant et même après. Pour les jeunes, on a vu, c'est vrai que pendant le confinement, il y a eu une explosion dans l'accès des sites pornographiques. Par exemple, il y a eu même des chiffres qui ont été donnés par ces sociétés. Il y a eu aussi, bien sûr, il y a le cybersexe qui a toujours existé et qui existera même après le confinement. Il y a les flirts intimes qui se passent sur le net depuis toujours. Donc, c'est vrai qu'il y a eu j'imagine, en tout cas, il faudrait vraiment toujours vérifier cela, qu'il y a eu une augmentation de méthodes de rencontre, de sociabilité via le net, c'est-à-dire pour compenser en tout cas le manque de rencontres entre les jeunes. C'est vrai que les quelques interlocuteurs que j'ai eus en ligne
par mesure de sécurité, ils préféraient même pas ne pas avoir de relation avec les personnes qu'ils voyaient occasionnellement par peur d'être contaminés, même, vous voyez, donc même pour des rencontres courtes, ils évitaient ça par mesure de sécurité. Et c'est sûr qu'après le confinement, donc tout le monde reprend sa vie normalement. Donc je ne sais pas si ce changement-là est durable ou pas, si ça va affecter autant mes interlocuteurs. Donc on verra. Mais je pense que ces pratiques de sociabilité se trouvent, desquelles j'ai parlé maintenant, se trouveraient avant le Covid, pendant le Covid et continueront aussi après le Covid. Donc, on verra. Alors, pour ma part, j'avoue que c'est un peu difficile pour moi, a priori, de mesurer le changement dans l'univers social que j'étudie. Néanmoins, immédiatement, ce qui a changé dès le début du confinement, et pas que pour les gens sur lesquels j'enquête, mais même un peu au-delà, c'est-à-dire les autres centres d'appel, même entreprises, même dans l'industrie, en tout cas dans le secteur privé. Ce qui a changé immédiatement, c'est l'émergence d'un enjeu qui est un enjeu propre aux crises. Ça pose plein de problèmes, cette question de crise, mais en tout cas, je le dis comme ça grossièrement, c'est l'enjeu de la répartition des pertes, si j'ose dire. Je veux dire, la répartition des coûts et des pertes que cette crise impose dans les mondes du travail. Alors immédiatement, confinement, c'est donc pas de travail, donc pas d'activité, donc pas de rentrée d'argent, donc pas de bénéfices, etc. Bon, et aussi menace sur la continuité des salaires, etc. Et d'où justement cet enjeu-là. Alors, les changements mesurables, c'est que immédiatement, il y a des gens qui ont été virés, qui ont été licenciés, les gens les plus précaires. Mais du coup, ça pose la question de est-ce que c'est vraiment un changement? Puisque depuis toujours, c'est des gens qui sont dans des situations précaires. On connaît les contrats 6VP en Tunisie, les contrats d'insertion dans la vie professionnelle, par exemple, qui sont des contrats très inégalitaires et très précarisants pour les travailleurs et qui donnent d'autorité, en fait, beaucoup de pouvoir à l'employeur et même des avantages matériels. En fait, c'est un mécanisme d'incitation à l'embauche qui a été mis en place depuis Ben Ali. Et du coup, ces gens-là, il y en a pas mal, des centaines qui ont été licenciés. Ça, c'est un changement, mais après, on ne sait pas trop si ça va durer ou pas. Enfin, ça dépend des opportunités qui vont émerger après. Mais en tout cas, pour les gens euh, que j'étudie, moi, plus précisément, c'est-à-dire dans l'entreprise, le centre d'appel sur lequel j'enquête là immédiatement, s'il y a un changement, c'est bien le changement des perceptions, des anticipations dont je parlais tout à l'heure. Du coup, je me répète, tu vois. Mais durable ou pas, je ne sais pas. Enfin, je n'ai vraiment aucun moyen de savoir pour le moment. Peut-être si cette séance-là était dans une semaine ou 2 semaines, peut-être que j'aurais quelques éléments de réponse parce que j'ai recommencé à les rencontrer. Mais voilà, j'ai pas vraiment, pour l'instant, j'ai pas vraiment les moyens de répondre à cette question. J'ai juste peut-être une remarque par rapport à ça. Enfin, ton sujet a la particularité, je dirais, d'être. Enfin, il y a une sorte de mise en abîme avec ton sujet, dans le sens où tu étudies des télétravailleurs qui sont mis ensuite en télétravail. Donc, ils sont déjà, enfin, le travail qu'ils font a déjà été délocalisé de la France ou de Montréal ou enfin, du pays francophone vers la Tunisie ou ailleurs, l'Inde, etc., pour la langue anglaise.
Et en même temps, le travail présentiel reste indispensable, c'est-à-dire que le centre d'appel est délocalisé, mais les travailleurs sont quand même obligés d'aller physiquement dans un centre d'appel où ils travaillent ensemble. Et maintenant, de manière encore plus capillaire, ils sont délocalisés une deuxième fois de ce centre jusque chez eux. Et c'est un mouvement qu'on remarque dans le monde du travail en général, je pense, y compris à l'université, où par exemple il est de plus en plus proposé que les gens n'aient pas de bureau individuel, mais qu'ils travaillent de manière flottante, par exemple à la bibliothèque ou depuis chez eux, etc. Ce qui implique aussi une économie considérable pour l'entreprise en termes d'investissement de capital, parce que finalement, plutôt que de louer par exemple un immeuble ou de faire construire un espace où les travailleurs viennent pour travailler, il suffit de donner à cette personne un téléphone portable ou un ordinateur et de lui demander de travailler de chez lui. Et du coup, finalement, son loyer et sa dépense en électricité, etc., pour sa maison devient une sorte de subvention indirecte de l'activité de l'entreprise. Donc, ma crainte peut-être serait que les cadres s'emparent peut-être de qu'ils découvrent quelque chose à travers le Covid. Je ne sais pas s'il y a un élément là. Oui. Ouais. Je ne sais pas si tu veux répondre. Oui. Faut passer. Je ne sais pas si, c'est comme vous voulez. Oui, je partage ta crainte et elle est notamment partagée par des syndicalistes avec lesquels je me suis entretenu. Justement, cette question de la découverte d'une modalité de mise au travail différente, c'est-à-dire qui ne soit pas, qui ne pose pas de contraintes en termes d'investissement capitalistique important, voilà, comme tu viens de le dire, de construire des immeubles, etc. Alors, c'est vrai, bon, c'est vrai que cette crainte a été exprimée et on peut spéculer sur ce que le capital peut y voir comme opportunité de compresser encore plus le coût de la production. Mais par contre, il y a quelque chose que j'ai découvert en commençant à enquêter sur cette entreprise-là. C'est une très très grande entreprise, c'est une multinationale dont voilà, une très très importante. Et pour elle, la mise au travail telle qu'elle est maintenant, c'est-à-dire la mise au travail collective sur les lieux de travail, etc., c'est pas uniquement une mise au travail pour la production, mais ça a aussi des effets sur la réputation de l'entreprise, sur le rayonnement symbolique de l'entreprise, puisque ça lui permet d'investir cet espace-là de loisirs en fait. Et ça permet en fait de dire, bon voilà, c'est une entreprise où on travaille tout en passant un très bon temps avec, euh, avec les collègues, on peut jouer au billard, on peut prendre un café, discuter, fumer dans le coin, tu vois. euh, C'est-à-dire en fait l'espace, il est l'objet d'un investissement dans la fonction, enfin pas la fonction, mais dans les effets, entre autres, c'est de permettre à l'entreprise de se vendre et d'attirer des clients. Parce que les clients, quand ils viennent, quand ils regardent cette ambiance-là, tu vois, l'ambiance un peu bon enfant, un peu on s'amuse en travaillant, ce grand mythe néolibéral, quoi. Mais voilà, le client, il est accroché et c'est comme ça qu'on fait des contrats, tu vois. Mais après, bon, je sais pas comment ça va se mesurer, mais voilà. Je voulais juste en parler parce que ta question m'a permis de penser. Tiens. Amine, ton son est coupé là, Amine. Là, vous êtes en train de voir si, en dehors
en dehors de l'exemple que vous avez pris tous les deux autour de la thèse de Slim, dans le monde du spectacle, dans les espaces publics ou les espaces de rencontre, c'est ce genre de questions à se poser là. Je voulais prolonger la question en fait par rapport à ça. Et la question en fait, on peut la prolonger de deux façons. Je rebondis par rapport à ce que disait Slim. La première manière de se poser la question, qui pose plein de problèmes, la manière dont je formule, mais à qui ça profite, les profiteurs de crise, comme on disait à l'époque. Mais pour le formuler un peu différemment, c'est pour qui est-ce que cette crise, entre guillemets, est-elle une opportunité? C'est une manière de reformuler la question de Jamie de tout à l'heure, mais aussi d'aller plus avant là-dedans. Pour qui est-ce une opportunité et pour qui ça ne l'est pas? Et à mon avis, sur chacun des terrains et sur chacun des objets de recherche sur lesquels vous travaillez, il y a les deux en fait. Donc il y a l'interruption du travail, ou en tout cas l'interruption de la forme du travail telle qu'elle avait lieu, a produit des choses. On l'a bien vu dans les mondes industriels ou dans les mondes de télétravail. La question des mondes du spectacle, tu as déjà donné des éléments là-dessus. En fait, finalement, toi, tu es plutôt sur. Finalement, ça n'a pas tant changé que ça, les pratiques. On dirait que c'était une parenthèse qui s'est fermée. Mais peut-être qu'en regardant un peu plus, notamment sur les questions économiques dont tu avais parlé, je pense que tu trouverais des gens qui ont les reins solides, comme on dit en français, pour supporter une crise du travail ou une crise de la rentrée d'argent. Il n'y en a pas. Et aussi, ça reproduit ou rebat les cartes dans la hiérarchie des mondes professionnels ou des mondes artistiques, des mondes du spectacle. Le fait que les espaces publics aient été à ce point-là contraints, difficiles d'accès, etc., et qu'il a bien fallu trouver des espaces là. Alors tu l'as toi-même dit, vous savez, les profiteurs, ça peut au moins être ceux qui commercent sur les questions sur le sexe, mais pas que, je suppose. Enfin, je ne sais pas, c'était une question. Donc, voilà, c'était une manière d'essayer de vous interpeller sur cette prolongement de la question de Jamie de tout à l'heure. Je ne sais pas si ça vous inspire quelque chose. C'est l'une ou l'autre. Oui, pour enchaîner sur ce que vous venez de dire, donc c'est vrai que ça profite un peu au site de rencontre en ligne, au site pornographique, comme je l'avais dit. Pardon, au Zoom, ouais. Oui, ça aussi. Zoom, c'est clair, ils ont fait fortune. Je ne pense pas que ça profite en tout cas aux personnes vulnérables qui se trouvent confinées avec des personnes violentes, par exemple. Je parle toujours des violences sexuelles. Par exemple, on a vu en Tunisie beaucoup la communauté LGBT qui s'est vraiment plaint aussi des violences faites à leur égard. Donc il y a eu même des collectifs et des associations féministes qui ont lancé un appel aux chefs de gouvernement pour prendre en considération la vulnérabilité de ces groupes, de ces communautés, et de voir vraiment d'étudier la situation Covid avec un regard genré, avec un regard qui prend en considération ces vulnérabilités-là de ces gens. Il y a eu aussi l'accès, on sait qu'il y a des travailleurs de sexe et des travailleuses de sexe qui sont en situation précaire, qui ont dû arrêter le travail ou travailler dans des conditions qui ne sont pas les meilleures. Donc il y a eu ce problème-là aussi. Donc voilà, je ne pense pas que au fait, ça profite pas à tout le monde de manière équitable selon la situation socio-économique de la personne, des groupes, et surtout, comme je l'ai dit au début, le contexte tunisien qui condamne vraiment les sexualités non normatives, quelles qu'elles soient, donc que ce soit bien sûr préconjugales en premier lieu, sinon les autres formes de sexualité non normatives. Donc voilà, c'est ça. Si tu permets que je prolonge juste cette question-là, donc là tu as répondu à une partie de la question, et la deuxième, je ne sais pas si elle se pose, mais si on inversait la chose, tu constates, en tout cas tu avais l'air de le dire, je ne sais pas jusqu'à quel point est-ce que tu le documentes, une inflation de la parole sur les questions sexuelles. Est-ce que ça ne produit pas des espaces de liberté? Enfin, est-ce que tu notes pas de l'autre côté des choses qui se sont exprimées, dites ou faites, j'en sais pas, qu'on ne pouvait pas faire? Libéré, mais je dirais libéré, comme je l'ai dit, c'est une parole libérée pour dire des choses négatives, on va dire. C'est l'expérience des retours, vraiment, je n'ai pas vu des expériences positives en tout cas. On a vu, comme je l'ai dit, les structures de santé sexuelle qui en ont souffert, la communauté LGBT qui en a souffert, les femmes violentées qui ont souffert aussi, l'isolement, c'est-à-dire que quand on dit sexualité, intimité, on dit contact, on dit rencontre, le côté isolement a affecté énormément les personnes, les femmes, effectivement même. Donc, c'est vrai qu'il y a une libération de la parole. Comment je pourrais dire, c'est qui vraiment
qui a dépeint un portrait négatif de ce qu'est, en tout cas pour ce que j'ai remarqué, négatif de ce qu'est la sexualité pré-conjugale vécue en Tunisie en temps de confinement. Je ne sais pas si c'est un peu plus clair. C'est-à-dire que il y a eu des, comme je l'ai dit, il y a eu des femmes célibataires qui se sont vues refuser des IVG un IVG parce qu'il y avait confinement. Il y a eu une enquête, par exemple, de l'association de Tawhid Abouchir en collaboration avec l'association des sages-femmes tunisiennes, a expliqué pourquoi il y avait en fin de compte il y avait les structures de santé sexuelle et reproductive ne fonctionnaient pas à leur au meilleur, c'est-à-dire qu'il y avait les sages-femmes qui avaient une difficulté d'accès à ces centres. La mobilité n'y était pas aussi. Elles trouvaient des difficultés à bouger et des difficultés aussi à faire garder leurs enfants pour aller travailler en temps de confinement. Donc tous ces éléments ont fait que plusieurs femmes et plusieurs hommes ont vécu difficilement leur sexualité en temps de confinement. Merci Susanna. Alors, profiteurs de la crise ou les gens qui ont eu des opportunités, je ne veux pas parler au nom de groupe large de gens. Je ne sais pas poser des questions. Même les institutions de la musique live, je ne sais pas s'ils sont en train de gagner plus après parce que les gens vont sortir plus. J'ai aucune idée. Les choses, juste deux petits exemples qui viennent à la tête, c'est je connais quelques cas de musiciens qui, pendant la période de confinement, même si c'était très précaire financièrement, ils ont eu le temps de faire quelque chose un peu différent que normalement, créativement. Et c'est encore à voir si ces activités-là vont aller quelque part, mais je sais que pour quelques-uns, c'était un moment aussi pour pouvoir créer des choses autrement un peu. Et l'autre chose, c'est que j'ai vu sur Facebook qu'il y avait plusieurs groupes de gens qui étaient en train de partager leurs vidéos, leurs lives, des choses comme ça. C'est possible de voir que quelques-uns d'entre eux sont déjà des professionnels de la musique, et puis quelques-uns d'entre eux ne sont pas encore les professionnels, mais le fait de pouvoir partager leurs vidéos dans un support, une structure qui les a valorisés de la même façon, je ne sais pas si ça aussi, ça va aller quelque part. C'est tout. Je pense qu'on arrive au bout, n'est-ce pas? À moins que vous ayez des questions les uns les autres encore à poser. Alors, je ne sais pas, Jamie, si sur le fil tu as des interpellations, parce que moi je ne le vois pas. Je te laisse la parole. Oui, on a eu une question de quelqu'un qui est en sociologie de la santé en Algérie, Lamia, qui demande si vous croyez qu'il est possible de faire des entretiens qualitatifs par mail en temps de pandémie. Donc, je ne sais pas si les uns ou les autres, vous avez expérimenté de faire des entretiens qualitatifs par mail, par courrier électronique. Ou bien peut-être aussi par chat, je ne sais pas moi, par Skype, etc. Je ne sais pas si Slim... Des entretiens par mail, franchement, moi, ça m'est pas arrivé, même si je connais pas mal de collègues qui, de par leur objet et leur population d'enquête, le mail, c'est un outil qui peut être pertinent pour s'adresser à des gens, à un certain type de personnes et d'enquêter qui sont souvent peu accessibles et qui, eux, en fait, font usage du mail
comme stratégie de distanciation et en même temps de stratégie d'accès à ces acteurs-là. Du coup, moi, voilà, je pense qu'il faut l'envisager dans cette optique-là, c'est-à-dire ça dépend à qui on s'adresse, quel est l'objet, etc. Alors personnellement, entretien, non, j'ai pas encore, même si j'ai essayé de le faire à un moment donné, puisque pour moi, il est question de rencontrer des gens de l'autre côté, entre guillemets, c'est-à-dire des gens de la direction, des cadres, de la direction des ressources humaines, etc., même des patrons, des propriétaires, mais pour l'instant, c'est pas encore concluant. Donc j'ai essayé d'utiliser le mail, mais sans retour. Alors, bon, pour plein de raisons. Alors, mais pendant le confinement, c'était surtout des messages. Alors, par Messenger, c'était en fait des messages juste pour demander des nouvelles, quoi. Mais pas des entretiens. C'est pour rester au contact du terrain. Alors, si tu veux, c'est juste pour s'informer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous avez eu cette décision de la part de la direction, etc. Mais rien ne vaut un terrain en chair et en os, quoi. Alors justement, on s'est permis d'inviter Nassim, qui lui a dû effectuer une bonne partie de son terrain de thèse par mail, et c'était même pas pendant le confinement oui, seulement. Moi, mon expérience avec cet outil d'investigation, c'est déjà avant le Covid-19. J'ai travaillé via Internet, c'est-à-dire j'ai mené plein d'entretiens sur des sites de chat, sur Skype, sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Et, bon, sincèrement, par mail, je n'ai pas mené d'entretien, mais il y a plein de travaux qui ont été publiés dans ce sens. Et des entretiens via téléphone, via messagerie instantanée. Et c'est une nouvelle alternative. Oui. Je pense que c'est très efficace dans ces moments de crise. Peut-être donne un peu, illustre un peu ce que tu as fait toi. Bah, moi, comment j'ai procédé? Moi, j'ai travaillé sur le site de chat parce que moi, ma population, elle est un peu délicate. Je travaille sur la question de l'homosexualité, donc j'ai en face de moi des gays et lesbiennes, et en raison de clandestinité un peu et aussi de difficulté de repérer des sujets pour ma recherche, j'ai opté à la méthode de collecte de données via le net. J'ai utilisé un site de chat qui est maghrébin, chat.com. Donc, j'ai repéré des homosexuels à travers leur pseudonyme sur cette plateforme. Certains d'entre eux ont accepté de répondre ou bien de mener l'entretien sur ce site. D'autres ont accepté de passer sur Skype parce que sur Skype, c'est plus, c'est plus efficace. Ça permet de garder les traces des discussions, aussi d'avoir des discussions après les entretiens et de garder donc, le fil avec les sujets enquêtés. C'est tout. Ah, aussi, tu voulais... Je voulais juste rebondir sur ça. En fait, c'est l'expérience que j'ai eue en temps de confinement avec la mise enquêtée, c'est que finalement, je vais me rattacher au fait que je veux faire des entretiens directs. C'est-à-dire que le fait de lancer des questions sur les sexualités en ligne, ça ne m'a pas apporté les réponses que j'espère, en tout cas, que j'espérais. Du coup, sinon, peut-être que, comme a dit Nassim, la méthode instantanée, c'est-à-dire de parler en même temps avec la personne, soit via Messenger ou Skype, pourrait être plus efficace que pour moi.
et pour nous toutes. Mais voilà, donc ce que j'y gagne, c'est que je vais garder contact avec les personnes déjà contactées pour ces brides d'entretien et que je vais contacter ultérieurement pour les entretiens face à face plus approfondis. Voilà. Ok, super. Est-ce que Susanna, tu voulais réagir? Slim? Moi, c'est bon. Ça va. Non, ça va. Ça va. Ouais. Juste pour dire que je me suis demandé si ce serait une bonne idée pour moi de continuer avec les entretiens pendant le confinement et j'ai décidé que non, il faut attendre. Donc, j'ai pas essayé de faire entretien par mail ou par Skype. Parce que je trouve que c'est beaucoup mieux c'est beaucoup mieux si les gens peuvent montrer à moi ce qu'ils sont en train de faire. Si on parle des gens qui sont en train de créer des playlists ou des gérants des espaces, c'est beaucoup mieux si je peux voir leur activité, s'ils peuvent expliquer à moi. Aussi la langue. Si je suis en train de faire un entretien en tunisien ou en français, c'est beaucoup plus difficile par téléphone, tout simplement. Pour moi, il faut être en face de la personne. C'est tout. Bon, ben, Amine, c'est tout pour les questions que nous avions sur le mur. Donc, merci Lamia pour tes questions. Et peut-être qu'on peut conclure là. En tout cas, c'était vraiment passionnant pour moi de vous entendre sur vos différents sujets et l'impact. Il y a beaucoup de matière à réflexion. Et bah, j'espère surtout, enfin, je voulais vous souhaiter bonne chance pour la suite à vous trois et à tout le monde qui fait face aux difficultés que le Covid crée pour la recherche et bien sûr surtout de manière générale, puisque nos problèmes en tant que chercheurs sont souvent bien enfin, assez trivial à côté des problèmes des gens avec qui et sur lesquels nous enquêtons. Donc, je ne sais pas si Amine, tu veux le dernier mot peut-être pour conclure ou Je n'ai pas beaucoup de choses à rajouter à tout ce que tu as très bien synthétisé. Pardon. Je pense que la question cynique, mais qui n'en est pas une, seulement connaissant la jeune doctorante qui l'a posée, celle de se poser la question des nouvelles normalisations, en fait aussi, c'est aussi ça, c'est l'anticipation des nouvelles normalisations du travail, de recherche, est quelque chose qui va nous animer bien au-delà de cette seule séance et bien au-delà de ce premier épisode du Covid. Et donc, c'est qu'un petit épisode de réflexivité que nous avons ouvert là, et je pense que cette équipe de jeunes chercheurs, chercheuses, et bien au-delà, devrait continuer à pouvoir se poser ce genre de questions à l'IRMC, et en Tunisie, au Maghreb, et bien au-delà pour répondre aux vœux de Khmal. Vive la recherche malgré le Covid, dit notre jeune doctorante Khmal Vendela. En tout cas, merci à tous et à toutes, et à bientôt alors. Merci beaucoup.